Très ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. La Tanzanie réorganise son secteur minier pour mieux en tirer profit. L'octroi des licences sera désormais géré par tout le gouvernement. L'économie ghanéenne reprend des couleurs grâce aux réformes. Cette réalité peine encore à démotiver les candidats à l'émigration. Enfin, les commerçants boudent le marché central de Maradi au Niger. Ils jugent exorbitant le prix des boutiques. C'est la révolution dans les procédures d'octroi des licences minières en Tanzanie. Désormais, tout le gouvernement sera impliqué dans l'approbation des licences pour les grandes sociétés minières. L'objectif est de s'assurer que les intérêts nationaux sont sauvegardés. Après la suspension de l'octroi de toute licence minière en juillet 2017, le pays a procédé à l'examen des licences déjà octroyées et a révisé le régime fiscal et la réglementation de son secteur minier. Faut-il le souligner, la Tanzanie est le 4e producteur d'or en Afrique et dispose d'importantes réserves de diamants, de pierres précieuses et de métaux divers. Direction maintenant le Ghana, un pays dont l'économie semble boostée par les réformes mises en œuvre par le nouveau gouvernement. Une embellie qui ne semble cependant pas démotiver les candidats à l'émigration. Reportage. Cette année, le Ghana devrait connaître un taux de croissance de plus de 8%, l'un des plus élevés au monde. Mais malgré ce chiffre flatteur, de nombreux Ghanéens sont prêts à tout abandonner pour tenter leur chance en Afrique du Nord, rêvant de rejoindre l'Europe dans l'espoir de trouver du travail. Ici, à Sunyani, dans le centre du pays, un centre d'information a été mis en place pour dissuader les candidats à l'exil. Nous avons recours à des documentaires, des images de ce qui s'est passé là-bas. Nous utilisons ces documents pour les sensibiliser et leur dire que ce n'est pas facile en Libye et encore moins d'aller en Europe. Rien n'est facile là-bas, comme ils le pensent. L'échec de nombreux migrants à traverser le désert pour rejoindre la Libye ne décourage pas les nouveaux aspirants. Ernest est mécanicien, il a passé 20 ans en Libye, il est prêt à y retourner. Me dire que c'est dangereux, mais au Ghana, c'est tout aussi dangereux parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi rester ici? J'ai des enfants, ma mère et ma famille. Je sais qu'il y a un danger, mais si je n'y vais pas, où vais-je trouver de l'argent et du travail? Albert est diplômé depuis 5 ans, mais il n'a pas réussi à décrocher un emploi stable. Son père et son frère sont déjà partis en Libye. Il économise pour les rejoindre. Si vous savez que vous venez d'un milieu pauvre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller en Europe pour changer de famille et de vie, à condition seulement de ne pas se faire tuer ou de se noyer en mer. Le Ghana a récemment lancé un vaste programme visant à offrir 100 000 emplois à la jeunesse. Comme beaucoup de ses amis, Bismarck a déjà postulé. C'est un programme pour les diplômés et le salaire maximum que vous pouvez gagner est de 130 €. Je pense que c'est la meilleure approche pour soutenir les chômeurs au Ghana pendant un certain temps. Le président ghanéen a déclaré vouloir prouver au monde que le Ghana et l'Afrique peuvent se développer sans aide extérieure. Il devra avant tout convaincre ses concitoyens de croire en l'avenir de leur pays. Le marché central de Maradi, la capitale économique du Niger, est boycotté par les commerçants. Conséquence, le taux d'occupation des boutiques du dit marché est de 20% seulement. Les commerçants estiment en effet que le coût de location de ces boutiques est trop élevé. Construit à un coût estimé à plus de 8,5 milliards de francs CFA, le marché central de Maradi, d'une capacité de 1492 boutiques, le plus grand du pays, est quasiment inoccupé depuis son inauguration en 2015. Plus de 80% des boutiques sont fermées, boudées par les commerçants qui trouvent les prix de location exorbitants.
Seuls quelques vendeurs de petits objets, épices et légumes occupent quelques espaces. Nous sommes seuls dans le marché, seuls les condiments et les légumes. Et les autres boutiquiers et les autres commerçants ont refusé de rentrer. Les boutiques sont chères, mais il faut les faire venir et puis discuter avec le prix. Pour redresser le marché et ramener les commerçants à occuper les boutiques, les autorités ont mis en place un comité de redressement du marché de Maradi. La tâche n'est pas du tout facile au regard des problèmes du marché. Il y a des impayés, plus de 900 millions. 900 millions, c'est à peu près 75% du capital social de la SOGEMI. Le marché de Maradi, c'est des dettes que le comité a héritées de plus de 64 millions du personnel, 3 mois d'arriérés de salaire. D'autres problèmes, c'est la non-occupation complète du marché. Je crois que le marché n'est rempli qu'à 15-20% tout au plus. Le boycott du marché par les commerçants engendre d'énormes pertes économiques pour la commune de Maradi. C'est pourquoi les autorités municipales demandent au comité de faire diligence pour redresser le marché et ramener les commerçants dans les boutiques. C'est la direction générale de la SOGEMI qui a la charge de gérer le marché. C'est à elle de mener l'offensive qu'il faut pour faire ramener ces petits commerçants-là dans l'enceinte du marché central. Mais, je dirais, à propos de la multitude de petites boutiques qu'on observe par-ci, par-là, vous savez, Maradi, c'est la capitale économique du Niger. C'est une ville de commerce. Et vraiment, être propriétaire d'une boutique, c'est avoir un capital à Maradi. À Maradi, le commerce est beaucoup plus informel et transporté dans la rue. Les boutiques poussent comme des champignons, tout comme la création parallèle des marchés anarchiques. C'est aussi l'une des raisons du boycott du marché central. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est la chronique avec Casimir Kouidian que nous retrouvons juste après une petite pause. Casimir Kouidian, bonjour. Vous nous emmenez aujourd'hui en Érythrée. C'est bien ça, Inès. Et c'est pour nous intéresser aux déficits jumeaux qui se creusent dans ce pays. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que ce pays vit très mal avec une situation d'endettement des plus dégradantes au niveau de la sous-région Ouest-Afrique, enfin, au niveau de la Corne de l'Afrique, où le pays affiche aujourd'hui environ 127,9% en termes donc de croissance de sa dette publique, pour une croissance projetée en 2018 à 3,4%. L'Érythrée, aujourd'hui, ce n'est pas la lune de miel, car le climat des affaires est beaucoup plus dégradant au niveau du pays. Le pays entretient pas de bonnes relations avec la sous-région, mais également avec la communauté internationale. Ce n'est pas la lune de miel. Et aujourd'hui, l'économie de l'Érythrée est au banc des accusés. On se demande si véritablement le pays pourra s'en sortir au regard donc des dernières nouvelles qui ne sont pas du tout favorables pour le pays. Justement, j'allais vous demander sur quel point se base-t-on exactement pour faire une projection de 3,4% de croissance pour 2018 ? En tout cas, avec le déficit jumeau, comme vous l'avez dit, où le pays donc affiche beaucoup plus de tendance vers un budget militaire, donc vers les dépenses en ce qui concerne la souveraineté et la sécurité de l'État, où 25% donc des dépenses publiques seront donc affectées aux militaires. Et les relations dégradantes, aujourd'hui, l'Érythrée ne pourra donc pas compter sur les bonnes relations entre les investisseurs. Toutefois, au niveau donc de l'extraction minière, du secteur donc minier, où le pays jouit quand même d'une certaine aisance en termes de dotation naturelle de certains métaux comme le cuivre, comme le zinc, comme l'or et bien d'autres encore. Aujourd'hui, l'Érythrée pourra donc compter sur le regain d'intérêt au niveau de la Chine, mais aussi de certains pays qui aujourd'hui sont intéressés par les réserves donc de potasse, de cuivre, d'argent et d'or du pays. Et donc seul le secteur, le
ce secteur minier pourra donc permettre à l'Érythrée de faire face à un certain nombre d'investissements pour pouvoir accroître un tant soit peu donc son investissement pour se faire une santé économique. En dehors de ce secteur, on affiche au compteur pratiquement des indicateurs nuls en ce qui concerne donc le climat des affaires pour pouvoir favoriser l'implication économique de la population. Au regard de tout ce que vous venez d'expliquer et vu aussi la situation politique du pays, est-ce qu'on peut espérer une embellie bientôt? Une embellie, ce n'est pas de sitôt car les informations ne sont pas favorables, je l'ai dit tantôt, au niveau surtout du système des Nations Unies qui donc a mis l'Érythrée sur le banc des accusés avec beaucoup donc de récriminations, surtout la relation diplomatique que l'Érythrée entretient avec la Corée du Nord n'est pas de nature à voir donc ces pays lever l'embargo qui pèse lourd sur l'économie du pays. En tout cas, il y a quand même quelques points qu'il faut noter au niveau du pays, c'est que il y a le bon voisinage donc avec certains pays qui aujourd'hui sont en train de tirer l'économie de ce pays-là. Il y a aussi, que je l'ai dit tantôt, le secteur minier pourra permettre au pays de reprendre du souffle. Il y a aussi l'aide au développement qui sera un peu favorable cette année 2018 pour le pays. À cela s'ajoute aussi la position stratégique le long donc de la mer Rouge, où aujourd'hui le pays pourra donc profiter de ses atouts naturels pour se faire une santé. En tout cas, les points favorables sont minimes par rapport aux points défavorables aujourd'hui qui ne permettront donc pas à ce pays-là de reprendre du souffle pour véritablement afficher une bonne santé économique, même si la Banque mondiale annonce un taux de croissance de 3,4%. Je suppose que c'est ce qui amène aussi l'agence de notation COFAS à prédire une croissance terne pour l'Érythrée en 2018. C'est ça, Inès, il faut dire, au regard donc de cette croissance de 3,4% qui quand même sort de l'ordinaire face donc aux indicateurs de contre-performance qu'on a dans ce pays. Il est aujourd'hui un peu inquiétant de vouloir véritablement miser sur l'économie de ce pays pour pouvoir afficher une bonne croissance au niveau de la sous-région, au niveau de la Corne de l'Afrique. En tout cas, l'Érythrée, c'est pas un pays donc de bonne santé économique et donc il va falloir que les partenaires techniques et financiers revoient la copie pour que véritablement les populations puissent donc afficher une bonne santé économique en ce qui concerne donc le développement au niveau du pays. Alors, si nous faisons une projection d'ici à 2025, comment est-ce que vous voyez le pays ? Le pays pourra mieux se porter si véritablement les dirigeants revoient donc leur copie en luttant efficacement contre un certain nombre de facteurs, surtout politiques, tels que le manque donc de démocratie au niveau du pays. Il faut également souhaiter à ce pays que véritablement des élections puissent être organisées pour que véritablement la population puisse sortir de la situation chaotique. En tout cas, la communauté internationale tend la main à l'Érythrée pour véritablement l'accompagner à sortir donc de ce carcan-là. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci donc d'être venu nous parler de la croissance économique de l'Érythrée. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est vendredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi. Nous donnons rendez-vous vendredi dans un nouveau numéro du Journal de l'économie.